Bonjour à tous. Mon nom est Sylvain Lebrun. Je suis formateur en informatique pour le Kodak NB. Je vous présente aujourd'hui la deuxième capsule de cette série réalisée en partenariat avec le Croix-Rouge et l'Association francophone des aînés du Nouveau-Brunswick, qui portera sur la sécurité en ligne. La sécurité en ligne. Première partie de ma présentation, je vais vous donner des trucs et astuces pour créer des mots de passe. Donc, le premier truc, c'est important de ne jamais utiliser l'information personnelle, par exemple votre nom, votre date de naissance ou le nom d'une personne de votre famille. Donc, cette information-là est publique. Puis, par exemple, si vous avez cette information-là sur votre Facebook, donc c'est facile pour les malfaiteurs d'avoir accès à cette information-là. Puis, ça leur facilite la tâche pour découvrir votre mot de passe. Donc, ne pas utiliser cette information personnelle. On vous mentionne aussi d'utiliser un long mot de passe. Les recommandations sont d'avoir un mot de passe d'au moins 12 caractères, malgré que des mots de passe un peu plus courts, par exemple de 8, 10 caractères sont aussi acceptables. Maintenant, les sites Internet vous proposent certains mot de passe pour vous donner un mot de passe qui est un peu plus sécuritaire. Si vous avez besoin d'écrire le mot de passe sur un papier, assurez-vous de le placer dans un endroit qui est sécuritaire. Donc, ne placez pas votre mot de passe sur un papier collant qui va être affiché sur votre ordinateur. Donc, si par exemple, quelqu'un vole votre ordinateur portable ou votre ordinateur, ben, il aura accès à cette information-là facilement puisque ça serait collé sur votre équipement technologique. Donc, il ne faut pas coller cette information-là. Donc, le placer dans un endroit sûr est la meilleure solution ici. Ne pas non plus de faire de fichiers Word sur votre ordinateur, donc qui contient tous vos mots de passe. De cette façon-là, si le malfaiteur a juste besoin d'aller dans ce fichier-là, Word, puis de se ressortir tous vos mots de passe. Donc, ça non plus, c'est pas l'idéal. Utilisez pas le même mot de passe pour tous vos comptes. Par exemple, si vous avez un compte courriel, votre compte Facebook, votre compte bancaire, si vous utilisez toujours le même mot de passe pour tous ces comptes-là, ben, la personne peut simplement deviner un mot de passe, puis après ça, aura facilement accès à tous vos comptes. Donc ça non plus, c'est pas l'idéal. Essayez d'inclure des numéros, des symboles, par exemple le signe de dollar, le signe de pourcentage, et aussi des mélanges de majuscules et de minuscules dans votre mot de passe. Comme ça rend le niveau de sécurité de votre mot de passe un peu plus élevé. Puis évitez aussi d'utiliser des mots communs. Par exemple, automobile 1, 2, 3 serait un mot de passe de faible sécurité. Je vous présente ici des exemples de mauvais mots de passe. Donc, par exemple, on a le fameux 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mot de passe, donc password en anglais. 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. On peut voir qu'il y a plusieurs mauvais mots de passe. Donc, il faut faire attention, puis d'essayer de ne pas utiliser les mots de passe de cette façon-là. Deuxième partie de ma présentation va se concentrer comment reconnaître des pourriels. Premièrement, qu'est-ce qu'un pourriel? C'est un message électronique important et souvent sans intérêt, qui habituellement sont représentés par des publicités. Puis ces messages de publicité-là sont envoyés à un grand nombre d'internautes, habituellement sans leur consentement. Donc, on reçoit sans même avoir donné notre courriel, notre service de messagerie. Malgré que je dois ouvrir une petite parenthèse ici, dans certaines situations, par exemple des grandes sociétés vont nous demander d'avoir notre compte de courriel pour nous envoyer des rabais ou nous envoyer les prochaines ventes qui vont se passer dans le futur. Donc, à ce moment-là,
c'est un peu différent. Donc, on leur donne le consentement de nous envoyer des messages. Puis, habituellement, les pourriels sont destinés à aboutir dans notre corbeille, dans notre service de messagerie. Donc, les services de messagerie aujourd'hui ont des filtres qui leur permettent de reconnaître des pourriels. Donc, la majorité du temps, ils vont se retrouver dans un dossier, soit la corbeille ou ce qu'on appelle communément en anglais le spam. Mais, une fois de temps à autre, les malfaiteurs jouent de chance et ces pourriels se retrouvent dans notre boîte de réception. Donc, il faut faire attention. Je vais vous donner des astuces pour reconnaître les pourriels. Donc, la première astuce que je vous donne aujourd'hui, c'est vous ne reconnaissez pas l'organisation qui a envoyé le courriel. Donc, contrairement à l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, on n'a pas fourni d'adresse électronique à ce niveau-ci, puis on a quand même reçu un message dans notre boîte de réception. Donc, si vous ne reconnaissez pas l'organisation qui a envoyé le courriel, posez-vous des questions avant de procéder. Deuxième astuce, vous ne trouvez pas d'option de désabonnement dans le courriel. Donc, il s'agit d'une violation, même si le courriel est envoyé par une entreprise que vous reconnaissez. Donc, toute entreprise qui vous envoie des publicités, que ce soit de façon quotidienne ou hebdomadaire, devrait avoir cette option de désabonnement dans le courriel pour que ces courriels-là cessent de venir dans votre boîte de réception. Troisième astuce, c'est difficile d'identifier l'expéditeur. Donc, l'expéditeur va utiliser un sobriquet, donc il ne s'agit pas de leur nom véridique, ou ne fournira pas ses coordonnées actuelles ou complètes. Donc, si ces coordonnées sont manquantes ou ne sont pas présentes, on peut se poser des questions aussi. Quatrième astuce, on vous demande des renseignements personnels. Les banques et le gouvernement ne vous enverront jamais de courriel pour vous demander des renseignements personnels ou financiers. Donc, si vous recevez un courriel de gens qui se font passer pour la banque ou le gouvernement, puis on vous demande ces informations-là, ce n'est pas une tactique qui est utilisée couramment par les banques et les gouvernements. Donc, tout de suite, ça devrait faire un petit signal qu'il doit s'agir d'un pourriel. Le message contient des fautes d'orthographe et de grammaire. Donc, habituellement, les entreprises vont embaucher des agents de marketing qui prennent généralement le temps de bien faire les choses et de vérifier les courriels sortants. Donc, un message qui est bourré de fautes devrait, encore une fois, nous faire se questionner par rapport à le courriel que l'on a reçu. Sixième astuce, l'expéditeur va utiliser des tactiques d'intimidation. Donc, les pourriels vont souvent utiliser un langage qui est conçu pour susciter la peur. Si on va, par exemple, vous indiquer que votre compte va être supprimé ou qu'on va envoyer la police après vous si vous ne répondez pas, c'est probablement un pourriel. Donc, ici, j'ai un exemple qu'on reçoit. Par exemple, on se fait passer pour l'entreprise Netflix. On vous demande de faire des mises à jour au niveau de votre information d'achat. Puis là, vous pouvez voir, le logo n'apparaît pas. Puis il y a plein d'erreurs d'orthographe. Puis là, ici, on vous demande de recommencer votre adhésion mensuelle pour ce compte. Donc, encore une fois, il s'agit, lorsqu'on remarque ces petites choses-là, on peut se demander non, ça doit être un pourriel et surtout ne pas cliquer sur ce petit bouton-ci et ajouter de l'information personnelle. Une autre astuce, c'est qu'on vous demande de l'argent à l'avance. Une telle demande peut sembler provenir d'un ami ou d'une entreprise qui vous signale que vous n'avez pas effectué votre dernier paiement. Ne répondez pas aux demandes d'argent avant d'avoir vérifié personnellement auprès de l'expéditeur, par téléphone ou en personne. Donc, par exemple, si une entreprise vous signale qu'un de vos derniers paiements n'a pas passé, vous pouvez appeler cette entreprise-là puis vérifier avant de
tout bonnement envoyer le paiement sans faire cette vérification-là. Notre astuce, le message semble trop beau pour être vrai. Donc, si le courriel offre des prix, de l'argent, ou vous dit que vous avez gagné un voyage, méfiez-vous. Ne fournissez pas de renseignements personnels et ne cliquez pas sur les boutons dans le courriel pour réclamer un prix. Notre astuce, on se fait passer pour des gens ou des entreprises que vous connaissez. Le courriel peut sembler provenir de quelqu'un de votre entourage. Si le message contient certains des autres signes d'avertissement de cette liste, soyez prudent. La troisième partie de ma présentation va se concentrer sur l'utilisation du Wi-Fi public peut être dangereuse. Donc, les points d'accès pour le Wi-Fi public sont à la disposition des clients dans de nombreux lieux publics, comme des hôtels, des restaurants, certains cafés, des aéroports, des centres commerciaux. Donc, cela vous permet d'accéder à l'Internet même lors de vos déplacements. Donc, dans ces endroits-là, vous avez accès à ce qu'on appelle un réseau Wi-Fi qui est gratuit. En théorie, le concept est attrayant, mais réellement, il y a des problèmes de sécurité. Donc, l'utilisation plus poussée des Wi-Fi publics a favorisé l'émergence des hackers. Donc, les fameux hackers ou les pirates peuvent accéder à ces réseaux-là. Si vous avez facilement accès à ces réseaux Wi-Fi, ben, eux aussi. Donc, lorsqu'on se connecte à un réseau Wi-Fi, il est très rare qu'une authentification soit demandée. On ne vous demande pas le nom du réseau, donc un nom d'utilisateur du réseau ou un mot de passe. Donc, de ce fait, les pirates sont en mesure d'intégrer le réseau et de voler les données personnelles qui y transitent. Habituellement, on va utiliser un réseau avec un cadenas. Donc, ces réseaux-là vous demandent soit le nom du réseau, un nom d'utilisateur ou un mot de passe. Donc, ces accès sont plus sécurisés qu'un réseau Wi-Fi qui est gratuit où on vous demande tout simplement de cocher une case, puis vous avez accès à ce réseau Wi-Fi. Donc, il y a quelques précautions à prendre pour bien se protéger lorsqu'on fait l'utilisation d'un Wi-Fi public. Comment les reconnaître? Ben, j'ai fait la présentation tout à l'heure de logos qui représentent les deux types de Wi-Fi. Donc, un Wi-Fi public n'est pas protégé et ne demandera pas d'authentification ni de mot de passe. Donc, il n'y aura pas de signe de cadenas aux côtés du compte Wi-Fi non plus. La connexion s'effectue dès que vous aurez cliqué sur le point d'accès. Si vous avez l'intention d'utiliser un point d'accès public pour réaliser une recherche ou même une transaction bancaire, il faut vérifier l'utilisation du HTTPS qui donne un accès sécurisé au site web. Ainsi, les pirates ne pourront pas intercepter les données et l'utilisation d'un réseau Wi-Fi protégé diminue le risque des menaces externes. Donc, je vous recommanderais d'utiliser des réseaux Wi-Fi protégés pour effectuer vos transactions bancaires. Lorsque ça vient à toute autre chose, par exemple, si vous voulez simplement consulter un site web, vous êtes en voyage, vous voulez vérifier les heures d'ouverture d'un restaurant, à ce moment-là, je ne vois aucun risque à utiliser un réseau Wi-Fi public pour vérifier cette information-là. Voilà ce qui termine la capsule vidéo de cette semaine. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à nous contacter par courriel au numérique@kodakenb.ca. Donc le numérique @kodakenb.ca. Nous vous répondrons avec plaisir. Merci beaucoup pour votre écoute et à la prochaine rencontre pour une autre capsule sur les espaces de stockage numérique. Bonne semaine.